Reprendre la main, Sarkozy style, pourrait-on dire ce soir. François Fillon est à Compiègne, réunion publique pour parler sécurité. Jérémy Bressard, vous êtes sur place pour BFM TV après son déjeuner avec l'ancien président ce midi. Ce qui interpelle ce soir, c'est une annonce, une mesure susceptible de remobiliser l'électorat de droite. Oui, on a clairement senti aujourd'hui qu'il y avait une volonté de la part de François Fillon de reprendre la main dans cette campagne. Il est arrivé, il a fait une brève déclaration à la presse en fin d'après-midi alors qu'il fuyait les micros et les caméras depuis plusieurs jours. Et il a fait effectivement cette annonce choc. Il a proposé l'abaissement de la majorité pénale à 16 ans. C'est une mesure empruntée à Nicolas Sarkozy notamment qui a pour objectif à la fois de le faire coller à l'actualité. On le voit qu'il réagit sur fond bien sûr de tension dans certains quartiers de banlieue. Et puis c'est une mesure, vous le disiez, qui est de nature à souder son électorat derrière lui. Il en a profité aussi pour dénoncer l'impuissance à ses yeux des pouvoirs publics dans ces tensions qui se multiplient dans certains quartiers. Je vous propose d'écouter François Fillon en fin de journée ici dans l'Oise. Il est au micro de Laura Lecartier. L'excuse de minorité ne peut plus aujourd'hui permettre de lutter contre la montée de cette violence. Je proposerai d'abaisser à 16 ans la majorité pénale. Quand on a 16 ou 17 ans, qu'on attaque un policier, on doit savoir qu'on finira en prison. C'est fondamental, c'est une question de cohésion sociale, c'est une question d'avenir pour la société française. Voilà, François Fillon qui est en meeting actuellement. Pour la petite histoire, le meeting a commencé avec pas mal de retard. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des manifestants CGT notamment qui bloquaient des ronds-points aux alentours de cette salle de meeting. C'est Éric Woerth qui est en train de parler ici. Et ce soir, ce meeting, c'est l'occasion pour François Fillon d'afficher l'unité de sa famille derrière sa candidature. Puisqu'après Éric Woerth, on attend ici une prise de parole de Xavier Bertrand, le président du Conseil régional des Hauts-de-France. Merci Jérémy, on va vous retrouver tout au long de la soirée en direct sur BFM TV pour faire le point sur ce meeting. Pour le décryptage à présent, ce soir sur ce plateau, Routel Krief, Bernard Sananès et Thierry Arnaud. Bonsoir à tous les trois et merci d'être là. C'est Fillon ou c'est Sarkozy qu'on a vu aujourd'hui? Comment on va dire, Fillosy ou Sarfillon? Non, écoutez, je pense que c'est clair et c'est pas totalement nouveau. Moi, j'ai assisté au meeting de François Fillon jeudi dernier à Poitiers et on avait déjà très nettement le sentiment jeudi soir d'assister à un meeting de Nicolas Sarkozy dans la pugnacité du candidat, dans la nature de son discours, dans ses arguments, aussi dans la tension et les réactions de la salle, l'hostilité aux médias, etc. Tout ça était très finalement sarkozyste et me rappelait à titre personnel la couverture de l'élection présidentielle de 2012. Donc on sent qu'ils, avant de déjeuner aujourd'hui, se sont beaucoup parlé depuis quelques semaines et que certains des conseils qui ont été prodigués par l'ancien président à François Fillon ont été entendus. Il y en a des exemples depuis quelques jours et cette proposition ce soir en est une, même si les proches de François Fillon disent que c'est Valérie Pécresse qui lui a soufflé cette proposition à l'oreille et pas Nicolas Sarkozy. Le fait qu'il l'adopte et qu'il la présente ce soir de cette manière-là, c'est évidemment assez clair de ce point de vue. Un mot de cette proposition, si vous le permettez, Routel Krief, parce qu'il faut préciser quand même les choses. L'âge de la majorité pénale, c'est-à-dire l'âge à partir duquel un délinquant est soumis au droit pénal, s'établit à 18 ans aujourd'hui. Cependant, certains mineurs de plus de 16 ans peuvent aussi être assimilés à des majeurs sur le plan pénal si les juges le décident et selon ce qu'on leur reproche. Donc là, ce serait la généralisation à 16 ans. Ce serait la généralisation d'une pratique qui existe quand même dans le droit. Il faut bien le juge peut lever ce que François Fillon appelle cette excuse de minorité et c'est la raison pour laquelle même l'entourage de François Fillon reconnaît aujourd'hui que cette annonce elle est au moins aussi politique que technique. C'est important de le dire. Sachant que vraisemblablement, la campagne de François Fillon, l'état-major de François Fillon a décidé qu'à chaque sortie, il y aurait une mesure annoncée. Pourquoi ? Alors donc ce soir, c'est celle-là, et elle répond à l'actualité, et elle répond effectivement d'une manière assez ferme, et peut-être même contradictoire avec ses premières pensées des semaines précédentes. Il n'était peut-être pas tout à fait sur ce terrain-là il y a quelque temps, il y est venu. Mais vraisemblablement, à chaque fois qu'il sortira sur le terrain avant un meeting, il annoncera quelque chose. Pourquoi ? Tout simplement pour parler d'autre chose. Pour ne pas être interrogé sur les affaires, pour ne pas être interrogé sur l'affaire d'emploi fictif ou pas de son épouse, etc. Mais pour revenir sur la campagne, puis revenir sur le fond pour répondre à ses électeurs, parce que l'objectif, et c'est pas Nicolas Sarkozy qui lui aurait conseillé le contraire, c'est de consolider ses troupes d'abord,
son noyau dur. Et ensuite, dans son esprit, les 2-3 dernières semaines lui permettront d'élargir et d'être le rempart anti-Marine Le Pen s'il arrive à consolider son socle. Et donc, on peut s'attendre à chaque fois à une mesure qui fasse écho un peu au thème et au ton de ce soir. Une mesure qui répond à l'actualité. On a envie de dire enfin. Oui, parce que qu'est-ce que Thierry et Ruth disent depuis 15 jours aux 20h politiques, c'est que François Fillon n'est plus audible. 20h 2017, nous aussi. 20h 2017. On change sur BFM TV. C'est qu'il n'est plus audible et on voit bien qu'on a le sentiment depuis 15 jours, et d'ailleurs certains de ses partisans, de ses supporters, de ses élus s'en émeuvent, qu'il ne peut plus faire campagne. Et donc l'enjeu, Ruth l'évoquait, c'est de refaire campagne. Comment refaire campagne? En revenant sur des propositions, évidemment, d'une pierre deux coups, en faisant des propositions qui parlent d'abord à son électorat. On va le voir tout à l'heure dans le sondage, on le voit dans toutes les enquêtes qui ont été publiées depuis 15 jours. Ce qui est le plus inquiétant pour François Fillon, ce n'est pas de reculer chez les sympathisants du centre ou du Front National, c'est que ce recul se fait au cœur de son électorat. On l'a beaucoup dit également. Et donc, avec cette proposition, on le sait, les thèmes globalement de sécurité, les thèmes régaliens, sont des thèmes prioritaires. Ils l'étaient pendant la primaire de la droite, ils le restent pour les électeurs de la droite. On vient de parler des conséquences, on va parler des causes avec une image que je voudrais vous montrer. François Fillon qui a donc déjeuné avec Nicolas Sarkozy ce mercredi. Ça s'est très bien déroulé dans une ambiance très chaleureuse. C'est en tout cas ce que nous ont dit les proches du candidat. Thierry, vous en savez un tout petit peu plus sur ce qu'il s'est passé juste au-dessus de ce parking. Oui, alors il y a eu des échanges qui ont été très denses, qui portaient à la fois évidemment sur ce qui s'était passé ces derniers jours et surtout ce qu'il faut faire maintenant. Comment est-ce qu'on gère la suite de la campagne? Et on vient d'en avoir une illustration avec ce qui a été annoncé par François Fillon. Comment est-ce qu'il faut se préparer éventuellement à des suites encore un peu plus difficiles, parce qu'on attend pour les jours qui viennent la décision du parquet national financier. Et je dois vous dire que l'hypothèse qui est a priori celle à laquelle s'attendent les équipes de François Fillon, c'est qu'il y ait l'ouverture d'une information judiciaire. Autrement dit, qu'on ne soit pas dans le classement sans suite, qui aurait été pour lui la meilleure des hypothèses. Évidemment, l'affaire était terminée, ni dans le renvoi direct à un tribunal, mais la poursuite d'une procédure dont on espère, dans le camp de l'ancien Premier ministre, qu'elle pourra être interrompue parce que l'usage veut, grosso modo, que dans les 2 mois qui précèdent une élection présidentielle, lorsqu'il y a des poursuites ou des enquêtes qui visent un candidat, on met ça entre parenthèses pour laisser le processus démocratique se dérouler. Tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire qu'on se prépare dans le camp Fillon à faire campagne jusqu'au bout, en traînant ce boulet de cette affaire dont on ne sera pas débarrassé. Et l'essentiel de la discussion aujourd'hui avec Nicolas Sarkozy, c'est comment est-ce qu'on fait campagne dans des conditions comme celle-là? Comment est-ce qu'on montre surtout, et c'était aussi ça l'importance du symbole, que la famille est unie derrière François Fillon? On sait que les relations entre les deux hommes, François Fillon et Nicolas Sarkozy, ont été tendues lorsqu'ils étaient aux affaires, si l'on peut dire, aussi pendant la campagne. On s'en souvient avec les mots très forts de François Fillon contre Nicolas Sarkozy. Qui imaginerait le général de Gaulle mis en examen? C'est ce qu'il avait dit. Aujourd'hui, il semblerait que les deux hommes travaillent ensemble. Moi, j'ai une question toute simple. Quel est l'intérêt de Nicolas Sarkozy là-dedans? L'intérêt de Nicolas Sarkozy, c'est de montrer qu'il joue un rôle important. Et c'est le cas, hein, je veux dire, de le montrer, mais aussi de le jouer concrètement. Peut-être, mais je n'ai pas une information précise. J'échafaude un scénario. Est-ce qu'ils ont discuté de l'empêchement possible? Parce que c'est ça la question, c'est la famille. Que devient-elle? C'est la seule vraie question pour François Fillon, c'est vrai. Donc, est-ce que Nicolas Sarkozy a dit à François Fillon, si tu étais empêché, il faudrait que ce soit François Baroin qui soit celui qui te remplacerait. Certains voudraient que ce soit Alain Juppé, mais peut-être que Nicolas Sarkozy préférait, je suis sûre qu'il préférait que ce soit François Baroin, parce qu'il l'a fait savoir à un moment. Est-ce que c'est ça qui s'est dit aussi à ce déjeuner ou pas? Est-ce que c'est une forme d'étiquette avec François Baroin qui s'est discuté pour crédibiliser François Fillon et élargir un peu sa base? Voilà, c'est une manière de montrer l'unité, parce que Nicolas Sarkozy n'a pas envie non plus que sa famille politique perde, et aussi d'influer sur la suite de la campagne. C'est une garantie de tranquillité pour Nicolas Sarkozy. Je pense à diverses affaires, bien sûr, si la droite revient au pouvoir.
Alors ça, je ne sais pas si on peut considérer ça comme ça, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est surtout une garantie de tranquillité pour François Fillon, parce que ce déjeuner, il veut dire quoi? Il veut dire grosso modo que les sarkozystes qui peut-être se demandaient s'ils allaient porter l'offensive contre la candidature de François Fillon, on en a vu quelques-uns, est-ce qu'ils allaient être désavoués en quelque sorte par Nicolas Sarkozy? Pour François Fillon, c'est très important. Il ne faut pas oublier qu'à 21h, le soir du premier tour de la primaire, François Fillon, même s'il est nettement en tête, il reçoit le soutien très clair, très ferme de Nicolas Sarkozy, ce qui lui permet de faire 66% au second tour, ce qui est un score très important qui donne à Fillon une grande légitimité. Donc aujourd'hui, je dirais qu'il y a une force de dissuasion qui se met en place. Le message de Sarkozy, il veut dire il n'y aura pas de plan B. Le plan B, pour l'instant, il n'existe pas. Bernard, on reste avec vous. Le Pen, Macron, Fillon, l'image des trois favoris des sondages, c'est l'objet de notre sondage, de votre sondage. Elab, l'opinion en direct. Principal enseignement. Alors, 3 enseignements. Le premier, c'est que la dynamique d'Emmanuel Macron, elle se construit d'abord autour de l'image. On le sait, il y a beaucoup de critiques sur son absence de programme, parfois sur son positionnement, mais c'est vrai qu'en matière d'image, et ce ne sont que des questions d'image, ce ne sont pas des questions d'intention de vote. L'image ne fait pas toujours l'intention de vote, il faut le prendre, ce sondage, pour ce qu'il est. Eh bien, on voit bien qu'Emmanuel Macron devance nettement ses deux rivaux. Pourquoi? J'allais dire que c'est mécanique. Parce qu'il est le seul à avoir des attributs positifs qui lui sont reconnus par des électeurs de gauche et par des électeurs de droite. Alors, vous avez testé plusieurs questions, si l'on peut dire. L'une d'entre elles, diriez-vous qu'il est honnête? Emmanuel Macron arrive en tête, 49%, Marine Le Pen en deuxième position. Et là, on voit que François Fillon pâtit probablement des dernières semaines. D'abord, vous avez remarqué, Thomas, que aucun des trois ne passe la barre des 50%. Ce qui est quand même extrêmement important. Et sur la plupart des questions posées, aucun des trois candidats ne convainc plus de 50% des Français. On voit bien donc qu'il y a au-delà de ces trois candidats quand même une défiance un peu générale. Sur l'honnêteté, c'est très important. C'est très important, il faut toujours le rappeler, parce que c'est la qualité première attendue du président de la République. C'est Emmanuel Macron qui devance nettement ses rivaux et François Fillon recule. Et il recule là aussi nettement par rapport à la même enquête que nous avions fait il y a 15 jours au cœur de son électorat. On a vu donc une autre infographie qui va revenir peut-être, qui concerne les qualités nécessaires pour être président. Thierry Arnaud, 42% pour Emmanuel Macron, 36% pour François Fillon, 33% pour Marine Le Pen, donc légèrement en dessous. Mais là encore, personne ne dépasse la barre des 50%. Oui, effectivement, c'est peut-être, à mon sens, la partie la plus préoccupante du sondage pour François Fillon. Pourquoi? Parce que, évidemment, on s'attendait autour de lui à ce que, sur la partie est-il honnête, à la question est-il honnête, les réponses soient très mauvaises. Et on constate que c'est le cas. Et elles ont baissé de 12 points en un mois pour François Fillon. Mais on espérait que ce déficit en matière d'honnêteté attendu et qui s'explique par les affaires des dernières semaines ne viendrait pas pénaliser la perception de la présidentialité de François Fillon, sa capacité à présenter les qualités nécessaires pour être président de la République. Or, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien que c'est le cas. Il perd 12 points sur l'honnêteté, mais il perd également 12 points sur la présidentialité. Plus grave encore, Thomas, en un mois, il perd 17 points dans l'électorat de droite. Alors la bonne nouvelle pour lui, c'est qu'il a toujours en gros 60% de l'électorat de droite qui répond positivement, qui considère qu'il a les qualités pour être président de la République, mais au lieu d'avoir un peu plus de 60%, il avait 80% il y a un mois. Et donc on voit qu'à l'intérieur de son camp, au cœur de son électorat, comme le disait Bernard tout à l'heure, eh bien le soutien s'effrite et c'est cela qu'il y a de plus préoccupant pour François Fillon. Les traits d'image associés à François Fillon, ça c'est pour, on va le revoir, le total droite et centre. Regardez, seuls 33% des sympathisants de la droite et du centre le jugent honnête. C'est relativement bas quand même. C'est extrêmement bas et c'est effectivement, Thierry l'a dit, assez inquiétant. On voit bien qu'il n'y a pas pour l'instant d'amélioration. Au contraire, que l'image continue de se dégrader, alors que les intentions de vote, il faut le rappeler, se stabilisent pour François Fillon. Mais on voit bien qu'il y a des dégâts d'image qui altèrent toute l'image de François Fillon, et notamment sur la présidentialité. Il faut quand même rappeler que sur le papier, François Fillon, qui a été Premier ministre, contre Marine Le Pen, qui n'a exercé aucune responsabilité, Emmanuel Macron, qui n'a été que ministre de l'économie, je dirais sur le papier, sur cette question, il devrait sortir en tête pour l'expérience qui constitue la présidentialité. Donc on voit bien que cette image est altérée et que
ce qui a pu aussi les annonces d'aujourd'hui, veulent montrer que François Fillon veut revenir par le programme. Il sait que son image est très altérée. Et donc il sait que c'est sur le programme qu'il peut recréer une dynamique. C'est sur le rationnel. Il veut non plus convaincre par le cœur, parce qu'il sait qu'il a perdu cet atout-là. Il veut convaincre par la raison qu'il est le meilleur adversaire d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen, convaincre son propre électorat. Emmanuel Macron, justement, la colonisation, selon lui, c'est un crime contre l'humanité. Déclaration du candidat d'En Marche. Il répondait à une télévision algérienne. Écoutez. La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face, en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes. En même temps, il ne faut pas balayer tout ce passé. Et je ne regrette pas cela parce qu'il y a une jolie formule qui vaut pour l'Algérie. La France a installé les droits de l'homme en Algérie. Simplement, elle a oublié de les lire. La France a installé les droits de l'homme en Algérie, elle a simplement oublié de les lire. Est-ce que ça porte ce genre de déclaration dans l'opinion ? Elle est étonnante dans la mesure où elle ouvre une polémique qui n'a pas manqué de démarrer tout de suite et qui va évidemment susciter des réactions très fortes et sans doute très hostiles aussi aux propos d'Emmanuel Macron. Et elle est étonnante, pourquoi ? Parce que vous savez, ce qu'on reproche depuis quelques semaines à Emmanuel Macron, c'est de ne pas avoir de programme. Et pourquoi de ne pas avoir de programme ? Parce qu'on explique, et parfois même on explique au sein de son entourage, qu'on ne souhaite pas trop s'exposer, qu'on ne veut pas cliver, qu'on ne veut pas susciter les critiques, qu'on ne veut pas être au cœur de polémiques. Pour le coup, une polémique, là, on voit la une et elle va faire parler. Hôtel Krief. Bon, c'est un sujet extrêmement douloureux et dans lequel, effectivement, je suis d'accord avec Thierry, il y a beaucoup d'autres sujets sur lesquels on attend Emmanuel Macron, mais pas là-dessus. Pas sur des déclarations aussi catégoriques. Et puis, crime contre l'humanité, barbarie sont des mots qu'on n'utilise pas comme ça, qu'on ne galvaude pas. Après, discuter de la colonisation, c'est un débat qui marque l'histoire de France, avec des avis différents, divergents. Mais on ne galvaude pas. On ne peut pas se permettre d'avoir des expressions aussi violentes et aussi catégoriques. L'expression crime contre l'humanité, elle est en l'occurrence réglementée, j'allais dire. Elle répond à des critères très précis. Et ça n'est pas du tout, en l'occurrence, la colonisation. C'est une violation délibérée et ignominieuse des droits fondamentaux d'un individu ou d'un groupe d'individus inspirés par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux. Voilà ce qu'est le crime contre l'humanité. Est-ce que c'est une déclaration qui peut servir d'angle d'attaque à la droite ou à l'extrême droite en France, par exemple ? Oui, ça va servir d'angle d'attaque. D'abord parce que, on parle d'intuition là, mais on l'a vu dans le passé. C'est vrai que l'opinion n'aime pas quand on critique la France, surtout quand on est à l'étranger. C'est toujours quelque chose qui est vécu un peu en décalage. Par ailleurs, Thierry l'a dit, on attend Emmanuel Macron sur d'autres choses. Ce déplacement, il avait pour objectif de servir sa présidentialité, de montrer qu'il était reçu comme un chef d'État. Et là aussi, en termes de communication, ce n'est pas ce qu'on va retenir aujourd'hui. On va retenir plutôt la polémique. C'est la deuxième polémique. Il y avait eu un début de polémique après son discours de Lyon sur la culture française. Il n'existe pas de culture française, alors qu'Emmanuel Macron avait fait peu de fautes pendant le début de sa campagne. Là, est-ce que ça traduit un début de fébrilité ? Peut-être en tout cas, une faute, donc, selon vous. Certains peuvent... On revoit ce sondage, c'est important. Je voudrais qu'on parle aussi de Marine Le Pen. Juste un mot sur Emmanuel Macron. Tout à l'heure, Jean-Pierre Raffarin, qui était sur mon plateau, qui trouve que Emmanuel Macron dit des choses intéressantes sur l'Europe ou sur l'entreprise, a insisté sur son absence d'expérience internationale, par exemple. Et c'est vrai que répondre à un média dans le pays, à l'étranger, quand on est un candidat à la présidentielle, c'est un exercice hyper délicat. On ne peut pas on ne peut pas parler de la même façon à l'étranger qu'en France, surtout quand on est en campagne présidentielle. Jean-Pierre Raffarin, je l'écoutais, qui disait aussi que Marine Le Pen pourrait être élue, selon lui, selon les circonstances. Je voudrais qu'on voit d'ailleurs ce que nous dit votre sondage sur la présidente du Front National et la candidate du Front National à cette élection, qui est régulièrement en tête des sondages lors du premier tour, entre 23, 24 jusqu'à 27%, on l'a vu récemment. Qu'est-ce que nous apprend votre étude, Bernard ? Bien, là-dessus, je vais dire qu'il est assez en phase avec les intentions de vote. On voit bien que sur beaucoup d'adjectifs testés, Marine Le Pen obtient des scores très honorables, souvent autour de 30-35%. On l'a vu par exemple sur l'honnêteté tout à l'heure. Mais surtout, elle a une force, c'est sa capacité à incarner le changement. On le sait, c'est une notion cardinale. Et là, on est au-dessus des 50%. Et là, largement. elle est au-delà. Ce qui veut dire qu'évidemment, elle peut capitaliser
tous les mécontentements. Et j'allais dire que pour une logique de premier tour, ce sont des résultats qui sont plutôt encourageants pour elle. En même temps, on voit bien que la stratégie de dédiabolisation, elle ne produit pas encore tous ses effets, puisque à la question « est-ce qu'elle vous inquiète ?», ils sont plus de 6 Français sur 10 à dire que oui, la présidente du Front National les inquiète. C'est important à noter dans une hypothèse de second tour où la droite serait éliminée, ce qui n'est évidemment qu'une hypothèse aujourd'hui. Voilà 7 électeurs de droite sur 10 à dire que eux aussi, Marine Le Pen les inquiète. Qu'est-ce qui inquiète chez Marine Le Pen? Est-ce qu'on le sait? C'est d'abord sans doute une forme de radicalité de ses propos. Deuxièmement, c'est très paradoxal, les Français veulent qu'on apporte des solutions et en même temps il y a une volonté de rassemblement. Et donc il peut y avoir des inquiétudes sur est-ce que la France sera vraiment apaisée, puisque c'est un des slogans de Marine Le Pen. Et puis son programme peut inquiéter aussi en matière de faisabilité. On sait par exemple que la question de la sortie de l'euro inquiète particulièrement les plus âgés. Je crois que ce qui inquiète aussi, c'est là d'où vient Marine Le Pen. Parce que si son programme aujourd'hui est parfaitement respectable, on peut en contester les idées. Elle est l'héritière d'un parti dont le fondateur a été condamné à de multiples reprises pour avoir tenu des propos xénophobes et racistes. Donc il y a toute une histoire derrière ça qui peut aussi inquiéter ou interroger sur le fait de savoir si ce programme aujourd'hui totalement respectable est véritablement le reflet de cette candidature de Marine Le Pen et de ce qu'est le Front National aujourd'hui. Ce qui est aussi très frappant dans ce sondage, c'est la solidité du socle de Marine Le Pen. Lorsqu'on regarde les réponses chez les sympathisants du Front National, elle est quasiment à 100% partout. Est-ce qu'elle a les qualités pour être présidente de la République? Est-ce qu'elle comprend les problèmes des gens comme vous? Est-ce qu'elle est honnête? Etc. etc. La réponse est à chaque fois quasi unanime. Et ça dit quelque chose de très fort. C'est beaucoup moins fort, par exemple, à droite, chez François Fillon. On ne l'a pas testé, mais je suis certain que ce serait également moins fort à gauche si on avait testé Benoît Hamon. Ça veut dire que son socle, ce socle de autour de 25% des intentions de vote aujourd'hui, il est d'une solidité sans équivalent dans le paysage politique français, même si l'autre aspect du sondage est évidemment celui que soulignait Bernard tout à l'heure. Il faut le retenir également. On ne voit pas encore très bien où peut se trouver le réservoir de voix qui serait de nature à lui permettre de gagner cette élection présidentielle. Juste un tout petit mot pour dire que ce qui peut inquiéter chez Marine Le Pen, c'est le fait qu'elle n'a jamais gouverné. Alors c'est un avantage, puisqu'on voit bien qu'il y a le rejet du système, le rejet des partis politiques, tout comme pour Emmanuel Macron. Il y a une force d'attraction des partis ou des personnalités anti-système, et d'ailleurs ils ne se privent pas pour le critiquer l'un et l'autre, mais peut-être qu'il y a aussi une inquiétude, c'est-à-dire que devant l'obstacle, entre guillemets, le jour de l'élection, devant la situation internationale extrêmement chaotique, devant les responsabilités, les questions, c'est qui sont les équipes, qui sont les personnalités autour, quelle expérience de l'État, quelle expérience de la gouvernance, comment est-ce qu'on discute avec les présidents américains, russes, etc. Et là, il y a une inquiétude, c'est l'inconnu. On a 2 minutes pour parler de Jean-Luc Mélenchon. Il était à Strasbourg aujourd'hui, réunion publique au Palais des Congrès. Le candidat de la France insoumise a réagi à la ratification du CETA par le Parlement européen. Le CETA, c'est le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Et Jean-Luc Mélenchon s'y oppose. Moins cher, c'est toujours du sang et des larmes quelque part. Moins cher, c'est toujours de la destruction quelque part. L'incitation à consommer sans fin dans un monde qui a une fin est une incitation absurde, folle, dangereuse, criminelle. Et par conséquent, tous ceux qui vous disent que grâce à leurs accords de libre-échange, ils vont stimuler la production, premièrement, vous mentent, deuxièmement, vous escroquent. Le CETA, c'est un sujet de campagne. On nous accuse souvent parfois de... Souvent et parfois ça ne va pas ensemble, mais on nous accuse parfois de ne pas traiter les vrais sujets, les idées des candidats, leurs propositions. Ça n'a pas été le cas ce soir, mais le CETA, est-ce que c'est quelque chose qui peut mobiliser un électorat ? Il mobilise une partie de la gauche, mais alors étrangement, effectivement, parmi les candidats, Benoît Hamon, Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen sont hostiles au CETA. Néanmoins, il y a des eurodéputés socialistes qui ont voté pour, et puis, et ça ne fait pas bouger vraiment des voix à l'intérieur de l'électorat français de façon très claire. Ça appartient à un corpus
d'idées. Mais plus de croissance, disent les partisans de ce traité. Non, mais ça rejoint les inquiétudes sur la souveraineté. Disent les opposants, en quelque sorte. Et sur le débat sur la mondialisation. Oui, bien sûr. Les Français qui sont aujourd'hui inquiets des conséquences de la mondialisation sont majoritaires par rapport à ceux qui pensent que la mondialisation économique est une chance. Mais c'est pas le CETA en lui-même qui fait bouger, je veux dire, ce vote-là. Surtout qu'il faut le ratifier, surtout qu'il ne se fait pas demain. Le Parlement maintenant doit le ratifier. Mais on est quand même au cœur de la campagne présidentielle, au sens où effectivement le rapport à la mondialisation est un sujet fondamental dans cette campagne. Et attention, une bien sûr, fondamentale pour les Français. Aux préoccupations des Français. On se souvient que l'été dernier, les Britanniques nous ont surpris avec le Brexit et la peur. D'ailleurs, vos réactions sur Twitter, hashtag 20h2017, avec tout d'abord ce tweet de Justy. Avant de pénaliser les mineurs de 16 ans, j'imagine, il faut pénaliser les policiers qui s'en prennent aux jeunes. Voilà ce qu'on nous dit. Justice pour Théo, bien sûr, en hashtag. À quoi servira une majorité à 16 ans si les majeurs continuent d'agir en toute impunité? Ça, c'est une pique à François Fillon, bien sûr. Autre réaction ce soir, Barouin et Macron avec la mise en avant de leurs héritiers. Les ombres de Sarkozy et Hollande planent sur la campagne. Ça fait sourire Hôtel Krief. Un dernier pour la route. Et donc, d'après Macron, l'apport de la démocratie justifie les crimes contre l'humanité. Ça transpire l'amateurisme. Alors, c'est pas exactement ce qui a été dit, mais en tout cas, la réflexion, la remarque est intéressante. Merci à vous pour vos réactions et merci à tous les trois pour votre décryptage.